Oups. Bonjour, bonjour. Je vais vous demander de vous asseoir. On va commencer la troisième table ronde de cette matinée sur un sujet européen, celui des normes et des standards. Est-ce que ils sont une source d'inspiration pour le monde? Et donc, avant de vous présenter nos 4 débatteurs, parce qu'il y en a une qui est aussi en visio avec nous ce matin, je vais tout de suite passer la parole à Benoît Cœuré, qui, avec sa casquette de membre du Cercle des économistes, eh bien, va nous cadrer le débat. Merci Béatrice et bonjour à tous. Ce débat sur les normes européennes est d'une grande actualité à l'heure où l'Europe vient de se doter d'un nouveau Parlement et va donner à une nouvelle Commission européenne une feuille de route pour les 5 prochaines années. Et pourquoi est-ce qu'il est d'actualité? Parce que la méthode européenne en matière de production de normes est en procès, je crois qu'il faut bien le dire. Pour faire court, l'Europe est accusée d'être un géant normatif et un nain technologique. Et beaucoup vont même un cran plus loin et disent que l'Europe est un nain technologique parce que c'est un géant normatif. Et il est vrai que la mandature européenne qui s'achève a été marquée par une frénésie normative, peut-être un prurit normatif. Je vous laisserai le choix des termes. Pour ne donner qu'un exemple, quand l'autorité de la concurrence que je préside a démarré l'étude du secteur de l'intelligence artificielle générative, donc, qui a fait l'objet d'un rapport qui a été publié la semaine dernière, que je vous incite tous à lire. C'était la séquence publicitaire. Nous avons commencé par établir la cartographie des textes européens qui s'appliquent à l'intelligence artificielle générative. Alors, il y a le règlement général sur la protection des données, il y a la directive copyright, il y a le règlement sur les marchés numériques, il y a le règlement sur les données, il y a le règlement sur la gouvernance des données, et il y a maintenant un règlement sur l'intelligence artificielle. Donc ça fait beaucoup de fées penchées sur le même berceau, et on ne sait pas encore si ce sont des bonnes fées ou des mauvaises fées. Et dans le même temps, l'Europe fait le constat d'un retard de productivité sur les États-Unis et d'un manque de capacité criant dans des industries clés comme l'intelligence artificielle à nouveau ou les technologies vertes. Alors donc la question c'est tout ça pour ça. Alors je voudrais commencer par dire clairement que les normes européennes sont absolument nécessaires pour assurer le fonctionnement du marché unique, le marché unique que Jacques Delors appelait la clé de voûte de la construction européenne. Et je crois que ce serait une erreur économique profonde de penser qu'on peut rétablir la compétitivité européenne et la souveraineté européenne sans s'appuyer sur cette clé de voûte, et donc sans s'appuyer sur l'ensemble de normes qui permet au marché unique de fonctionner. C'est ça qui permet de libérer les effets de taille, qui sont clés dans toutes les industries d'aujourd'hui. C'est ça qui permet de protéger nos marchés. L'exemple le plus récent est le règlement sur les subventions étrangères qui a été adopté il y a quelques mois. Et il est de bon ton en France de se plaindre de la portée extraterritoriale du droit américain, mais le système de normes européen est extraterritorial, de fait, puisqu'il s'applique à des entreprises qui sont mondiales, et c'est très bien comme ça. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas mieux légiférer et peut-être moins légiférer au niveau européen. À titre personnel, je pense que rendre des compétences aux États membres n'est pas la meilleure solution à l'heure où précisément les effets de taille sont clés au niveau européen. Et à l'heure où les finances publiques des États membres sont exsangues. Mais l'approche européenne peut être à la fois plus stratégique, avec des priorités moins nombreuses, plus claires, des instruments financiers européens communs affectés à ces priorités, et aussi mieux proportionnés en allégeant le fardeau qui pèse particulièrement sur les plus petites entreprises européennes et sur les ETI européennes. Et dans le domaine environnemental, dont je suis sûr qu'il sera abordé lors de la discussion, l'incompréhension non seulement des entreprises, je crois que la CSRD est un bon épouvantail, on va sûrement entendre ce sigle dans la discussion, l'incompréhension non seulement des entreprises mais aussi des citoyens européens face au tsunami de nouvelles règles environnementales montre qu'un changement de méthode est non seulement possible mais nécessaire sans pour autant réduire l'ambition. Et je voudrais conclure avec une très belle citation de Václav Havel, lorsqu'il a reçu le prix Charlemagne à Aix-la-Chapelle, qui a dit « La tâche de l'Europe ne consistera plus à répandre, par la violence ou non, sa propre religion, sa propre civilisation, ses propres inventions ou son propre pouvoir. Si l'Europe le veut, elle peut faire autre chose, plus modeste mais plus bénéfique,
à travers son comportement, elle peut montrer qu'il est possible de traiter notre planète avec considération et de penser aussi aux générations qui nous succéderont. Voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup, Benoît. Alors, on va commencer notre tour de table. Je vais vous présenter nos 4 débatteurs. Merci beaucoup, Stéphane Boujna, dont vous êtes directeur général et président du directoire d'Euronext. À vos côtés, Nicolas Notberg, vous êtes directeur général de Vinci Concessions et président de Vinci Airport. À mes côtés, Neil Richmond, vous êtes ministre adjoint au ministère des Finances de l'Irlande. Et en visio avec nous, j'espère que ça marche. Bonjour, Tanja Misevic. Vous êtes ministre de l'intégration européenne de la Serbie, vous êtes spécialiste de sciences politiques. Alors, vous l'avez dit, Benoît, profusion de normes, certains disent même trop plein ces dernières années. Est-ce que ces normes s'exportent vraiment? Et je voudrais qu'on commence par un exemple, en fait, dans le transport aérien avec le ciel unique. Et c'est Nicolas Notberg qui va nous détailler cette norme-là. Comment elle s'est exportée? C'est une réussite. Merci. Alors, on a tous en tête des exemples négatifs. Je vais essayer d'être optimiste sur un sujet que vous connaissez tous, qui est un fantastique succès européen, qui est le ciel unique européen. Comment fonctionnent les droits de trafic entre pays? Vous avez une compagnie nationale dans un pays, une compagnie nationale dans un autre, dans le monde, hein, en dehors de l'Europe. Et elles négocient, encore aujourd'hui, des droits de trafic pour leurs compagnies respectives entre le pays A et le pays B. C'est très inefficace. Ce que l'Europe a réussi, c'est que n'importe quelle compagnie basée dans un pays A, a le droit d'opérer sans limite toutes les lignes entre les pays B et les pays C. Ça a permis de formidables avancées, je vais vous en citer quelques-unes. La démocratisation du transport aérien en Europe, baisse des prix généralisée qui fait qu'il y a énormément de capacité de voyager avec différentes compagnies dans toute l'Europe. Et le bénéfice économique le plus important, c'est le plus gros transfert de richesse entre le nord et le sud à l'intérieur de l'Europe. Le tourisme et les déplacements vers des pays comme la Grèce, le Portugal, qui étaient en très grande difficulté il y a 12 ans, aujourd'hui vont beaucoup mieux, essentiellement parce que la part du tourisme dans le PIB a encore augmenté, et essentiellement parce que cet outil européen de liberté, qu'est le ciel unique, leur a permis de prospérer. Ce qu'on constate, puisqu'on gère 75 aéroports dans le monde, c'est que ce modèle s'exporte. On gère par exemple l'aéroport de Phnom Penh au Cambodge, l'ASEAN, cette région qui heureusement est moins soumise aux superpuissances de l'Asie du Nord, réfléchit à ce qu'entre l'Indonésie, Singapour, le Cambodge, la Malaisie, ils aient le même type de dispositif. Les Américains et les Mexicains, puisque vous savez que l'économie américaine essaye de faire ce qu'on appelle le nearshoring, de rebaser au Mexique un certain nombre de choses qui étaient en Chine. Il y a également un gros travail d'ouverture de droits de trafic généralisé entre le Mexique et les États-Unis, ou par exemple un pays comme la République dominicaine, qui a énormément de touristes américains, vient de bénéficier, pareil, d'un régime extrêmement libre. L'Amérique latine y réfléchit, donc un pays comme le Chili, où on opère l'aéroport de Santiago, aussi beaucoup bénéficié de droits de trafic complètement ouverts avec le Pérou ou la Colombie. Voilà. Donc, on a raison de se plaindre d'un certain nombre de facteurs. Il nous semble que l'Europe a réussi un certain nombre de succès, et je pense que celui du ciel unique et celui de libérer pour des entreprises la capacité de se déplacer a offert beaucoup de croissance au sein de l'Europe, beaucoup de transferts de richesses qui sont meilleurs que des transferts de subventions entre pays, et qu'il y a pas mal de régions du monde qui réfléchissent. Dans un monde où la fermeture est un sujet, c'est pas mal en plus d'avoir des valeurs d'ouverture. Et je salue la ministre serbe qui est en ligne. On a la chance d'avoir été retenu pour l'aéroport de Belgrade. La Serbie, qui est candidate, applique cette norme du ciel unique européen en avance parce qu'elle nous a demandé d'ouvrir au tourisme, d'ouvrir aux relations avec le reste de l'Europe. Donc c'est aussi quelque chose en anticipation qui permet à un pays comme la Serbie, mais ce n'est pas le seul, d'anticiper une ouverture avec le reste de l'Europe. Merci Nicolas. Stéphane Boujna, est-ce qu'il y a d'autres exemples d'exportation de normes et de standards? Est-ce que c'est un exemple aussi pour le monde? Bon, il y a eu sur les standards historiques, pour ceux qui se souviennent de l'époque où ils étaient jeunes et minces, le GSM, qui fut une aventure extraordinaire. On se souvient tous de l'époque où
on avait des téléphones cellulaires qui marchaient à peu près bien en Europe, et quand on arrivait aux États-Unis, il fallait louer à l'aéroport des frigos. Et clairement, l'Europe, à une certaine époque, dans les années 90, début des années 2000, était en avance sur les standards cellulaires par rapport aux États-Unis. Ce n'est plus le cas. Non, moi je crois que s'il y a un exemple d'exportation du système de valeurs européen à travers les normes, c'est tout le monde de l'ESG. L'ESG, c'est quand même une fantastique tentative des valeurs européennes, d'inspiration souvent nordique, d'exporter sur le reste du monde, avec l'argent de nos gestionnaires d'actifs, un système de valeurs. On dit aux entreprises du reste du monde, si vous voulez qu'on vous achète vos fonds propres, il faut que vous consommiez moins de carbone, il faut que vous soyez plus sympa avec vos environnements, et il faut que votre gouvernance soit plus transparente et plus diverse. C'est des préférences qui sont très européennes. C'est une vision européenne du capitalisme qu'on essaye d'exporter au reste du monde. Sur une partie de ces objectifs, ils sont communs avec les États-Unis. Sur une autre partie, il y a des clashs. On pourra citer des exemples le moment venu, si vous voulez, parce que j'ai quand même pas mal d'expérience, et puis autant les citer maintenant. C'est vrai que quand on parle de la partie diversité de l'ESG, on se rend compte qu'avec les États-Unis, il y a des clashs. Moi, je dirige une entreprise cotée, je fais des roadshows, je vois des investisseurs. Mes investisseurs américains me disent « c'est très bien ce que tu fais sur l'environnement, c'est très bien ce que tu fais sur le S ». De toute façon, c'est difficile de faire mieux, puisque quand on a 58% du PIB qui est socialisé, de toute façon, on fait du natif ESG, par définition. Avant de commencer à faire de l'ESG, on en fait déjà beaucoup. Et puis sur le G, sur la diversité, on me dit « ah, c'est bien ce que tu fais sur la diversité de genre dans la gouvernance, mais il faudrait qu'il y ait plus de diversité ethnique ». Et là, on leur explique poliment qu'en Europe continentale, ce n'est pas possible de faire des statistiques ethniques, de faire des listes de noms, et en face, la couleur de la peau ou le statut racial, parce que la dernière fois qu'on a fait ça, c'était entre janvier 1933 et mai 1945, et une des conclusions qu'on en tiré l'intégralité des pays européens, sauf la Grande-Bretagne, précisément parce qu'elle n'en a pas subi les conséquences, c'est que ce n'est pas une bonne idée de faire des listes de noms et de mettre des fichiers sur les origines ou les races. Donc on sent bien que sur certains sujets comme la diversité, avec les Américains, on a une vraie différence. Donc certaines normes comme les normes ESG, la taxonomie de l'ESG, sont des outils extrêmement puissants pour exporter notre système de valeurs avec nos capitaux. Mais par ailleurs, c'est le point qui a été évoqué précédemment, il y a une très grande perplexité devant... c'est pas seulement la boulimie normative, c'est parce qu'évidemment que les normes sont nécessaires. L'exemple basique et le lien avec le marché, au début du 19e siècle, dans toutes les villes de France et d'Europe, il y avait un écart d'à peu près entre 10 minutes et une demi-heure dans l'heure de chaque ville. Il a fallu le chemin de fer pour unifier réellement l'heure. Mais on sent bien qu'on ne peut pas faire voyager des trains si on ne sait pas à quelle heure ils partent et à quelle heure ils arrivent. Donc le marché unique nécessite une forme de normalisation, et la seule raison pour laquelle le reste du monde nous respecte, les Chinois et les Américains, c'est parce que nous avons un marché unique. La difficulté et la transition étrange qui s'est produite depuis quelques années, c'est une migration vers des normes qui sont produites sans pilotage politique. Et à mon avis, CRDS, c'est le cas. DORA, c'est le cas. C'est des trucs qui sont inventés par une communauté de gens qui copient des grimoires à la Commission, qui passent ça à un Parlement qui est dans une logique de compromise for the sake of compromise, qui arrive ensuite dans un trilogue où il y a un peu de rationalité, mais où aussi, à un moment donné, on cherche à faire compromise for the sake of compromise. Et après, on sort avec un texte très épais, très baroque, ingérable, qu'on balance au level 2, et on dit aux agences, débrouillez-vous, faites en sorte que ça marche. Et ça, c'est ce qui est en cause, ce n'est pas la nécessité de normes pour faire un marché intégré. Ce qui est en cause, ce n'est pas l'efficacité de la puissance intégratrice des normes, c'est le contenu même des normes qui sont devenues, à l'échelle européenne, precisely wrong rather than roughly correct. Précisément fausse plutôt qu'à peu près correcte. C'est la fabrication de la norme aussi, ce que vous décrivez. Oui, c'est l'absence. Non, oui, c'est un seul truc, hein, c'est le pilotage politique. Parce que quand il y a des leaders politiques qui assument la responsabilité des transformations, ça va très vite. Hein. Pour acheter 450 millions de vaccins
en quelques semaines pour que 450 millions d'humains en Europe soient vaccinés le plus vite possible, le moins cher possible. C'est la fabrication d'une politique. Quand il y a du leadership politique, on sait faire vite. C'est quand il n'y a pas de leadership politique que les choses s'ensablent et partent dans une réglementation Frankenstein. Alors justement, sur la fabrication de la norme, notamment les normes techniques, est-ce que cette fabrication est trop lente, trop complexe, trop ou pas assez politique? Moi, je voudrais entendre effectivement Neil Richmond sur ce sujet-là. En quoi la fabrication de la norme vous a aussi aidé, l'Irlande? C'est ce qu'on se disait juste avant de cette table ronde. Yeah, well, I think Moi, je vais parler en anglais. Je crois que c'est très important d'abord de regarder l'histoire de l'Irlande, où nous étions, d'où nous venons et comment on a été capable d'utiliser les normes européennes pour avancer, parce que bien sûr, ils demandent un investissement financier massif, un investissement politique, mais il faut y avoir une récompense à la fin de cet investissement. Pour vous donner un peu de contexte, quand on a rejoint la CE en 1973, la plupart de nos exportations étaient liées au Royaume-Uni. Nous n'avions pas de production d'industrie locale, de transport local. Les liens étaient très mauvais. Nous n'avions pas les normes en termes de qualité d'air, qualité d'eau, de qualité environnementale qui auraient été attendues d'un pays moderne occidental dans les années 70. 50 ans plus tard, on voit qu'on a fait une avancée énorme et elle est liée non seulement à avoir adopté aveuglément des normes européennes, mais d'avoir vu le bienfait potentiel de ces normes et que la réglementation peut apporter à une économie, mais plus précisément à une société. Comment on a pu gérer l'emploi dans le futur avec ces normes. On regarde les secteurs économiques où on a qui sont très forts. C'est par exemple la science de la vie. Ça crée les générations de vaccins, les nouvelles générations de vaccins pour faire en sorte qu'ils sont produits conformément aux normes européennes et surtout avec des ouvriers et des employés qui sont formés avec les normes les plus élevées dans ce domaine. On voit des sociétés partout dans l'Union européenne, mais également à l'extérieur de l'Union européenne qui bénéficient de ces normes. Et cela doit former un cadre également pour le leadership politique et au niveau européen et au niveau régional et national, parce que c'est très bien d'avoir des discussions à Bruxelles dans une salle quand on est isolé, mais la responsabilité des politiques est de revenir vers leur communauté et de dire voilà, ça c'est la décision qui a été prise, c'est comme ça que nous allons la mettre en œuvre, c'est comme ça que nous allons faciliter cette transition. Ça sera peut-être un petit peu compliqué, mais le résultat final en vaudra la peine. Et il faut évidemment qu'on revienne après à la table de négociation, faire un trilogue avec le Parlement et dire voilà, nous on veut vraiment atteindre cet objectif en termes de normes dans les prochains 5 ans. Il y a beaucoup de travaux qui ont été faits au cours des dernières 5 années, mais comment pouvons-nous soutenir le secteur des entreprises, nos agriculteurs et notre peuple, de sorte à ce qu'ils arrivent à faire eux aussi cette transition. Donc il s'agit d'avoir un bon niveau de communication et il faut arrêter de faire référence constamment au fait que c'est un fardeau ou une perte. Il faut voir cela plutôt comme une opportunité parce qu'on est dans une planète très divisée en ce moment. L'Europe fait face à de nombreux dangers, risques, des risques sociétaux. Donc comment s'assurer que l'on reste concurrentiel? Il faut s'assurer qu'on a les meilleurs talents, les meilleures innovations et surtout les meilleures normes de sorte à ce que les pays veulent faire du commerce avec l'Europe et veulent travailler avec l'Europe. Et quand on regarde pour, par exemple, se positionner sur des investissements ou sur des innovations, on peut regarder notre économie nationale, peu importe soit l'Irlande ou la France, ou même la Pologne, qui est un nouvel État membre, mais ils savent que nos normes seront toutes égales sur l'ensemble des 27 pays. Je voudrais passer la parole à Tania, si Tania nous entend. Bonjour Tania Misevich. Bonjour. Donc Je ne sais pas si vous m'entendez. Donc la parole de Neil Richmond et donc à quel point en fait ces standards avaient aidé en fait au développement de l'Irlande. Comment vous l'appréhendez aussi vous pour un pays qui est à la porte de l'Union européenne?
Oui, parfaitement. Merci de m'avoir invitée. Désolée de ne pas être présente avec vous tous. Mais j'ai bien apprécié cette session et la session précédente. Donc, nous ne parlons pas seulement de des 27 membres de l'Union européenne, mais les autres qui ne sont pas encore membres. Donc, comme le disait Mr. Nobart, il commence à appliquer des normes depuis 20 ans et nous avons atteint un bon niveau de normes. Au début, la Serbie avait peu d'échanges avec les États membres de l'Union. Pas à cause de la libéralisation, mais aussi parce qu'on ne pouvait pas fournir les biens selon les normes au reste de l'Europe. Aujourd'hui, notre commerce avec l'Union européenne s'élève à 83%, donc c'est énorme. Et c'est dans nos intérêts d'appliquer les normes afin de continuer cet échange avec l'Union européenne. Mais il y a quelques différences. Lorsque vous voyez le problème de normes européennes ou ce que dit Bruxelles, il ne s'agit pas seulement des normes. Il faut également créer des conditions d'être membre. Et c'est ça qui est extrêmement important. Mais il faut garder à l'esprit que nous ne participons pas, nous ne pouvons pas suivre tout en termes de prise de décision. Mais nous ne pouvons pas suivre, par exemple, les lois sur l'intelligence artificielle et les idées derrière le processus d'adoption. Mais nous allons évaluer notre capacité à devenir membre de l'Union européenne. Il y a une deuxième chose qui est importante. Donc, ce n'est pas seulement les questions politiques qui sont importantes. C'est extrêmement important pour que l'application et l'harmonisation aient lieu, même si c'est compliqué. Troisième point. Alors, il n'y a pas seulement le processus législatif pour préparer notre conformité aux normes. Il y a une période de transition pour la mise en œuvre. Nous devons commencer à mettre en œuvre aussitôt que les normes deviennent disponibles. Il y a également des coûts de mise en œuvre qui sont partiellement couverts grâce au soutien financier de l'Union européenne, mais nous devons aussi investir beaucoup. Pour vous, c'est important de le savoir et de le comprendre. La mise en œuvre de normes offre un potentiel pour tous les membres, pas seulement les membres qui cherchent à accéder à l'Union. Si on prend l'exemple des vaccins, la pandémie nous a montré que les chaînes d'approvisionnement, les chaînes de valeur sont importantes. Et c'est quelque chose qu'on peut apporter à l'Union européenne. Nous avons des marchés très fermés et on peut aider avec tout ce qui est alliance médicale.
mais avec des matières premières critiques également. Donc ce sont les deux aspects des pays candidats. On pourrait apporter un nouveau point de vue vis-à-vis de nouvelles normes. Il y a un secteur en fait où on a l'impression que l'Europe est restée un petit peu au milieu du gué, c'est l'unification des marchés de capitaux. Et donc je sais que à la fois Stéphane et vous, Neil, vous souhaitiez développer ce point-là. Pourquoi c'est essentiel donc, pourquoi on n'a pas été plus loin et pourquoi c'est essentiel aujourd'hui d'aller plus loin? Stéphane Boujna. Non mais il y a un lien entre votre question et le commentaire que je faisais tout à l'heure. L'union des marchés de capitaux, ce qu'on essaye d'appeler désormais l'Union pour l'épargne et l'investissement, c'est un projet qui est né avec un portage politique, un leadership politique extrêmement clair quand le Royaume-Uni faisait partie de l'Union européenne, où Jonathan Hill a mis en place ce système qui disait allons plus loin et facilitons le passage à l'échelle encore plus fort de Londres, le principal centre financier de l'Union européenne. Au moment où le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne, le projet a continué à exister, mais sans vraiment aucun portage politique. Et c'est ce qui a causé l'ensablement du projet et donc la production de normes extrêmement éparses, fragmentées, controversées, parfois avec beaucoup d'amateurisme, je le dis on the record, sur MIFIR. Et la réalité, c'est que la nouveauté, plutôt, c'est que maintenant, il y a un portage politique. Enrico Letta, dans son rapport, dit un truc assez juste. Il dit il y a 3 secteurs qui avaient été délibérément exclus du marché unique dans toute sa portée dans les années 90 parce que les États membres n'en voulaient pas. Et c'est l'énergie, les télécoms et la finance. Et donc, il s'est fait différentes choses dans ces domaines, mais pas de manière aussi aboutie que dans le reste du marché unique. Et donc là, on sent que maintenant, il y a une prise de conscience des responsables politiques dans les pays qui fabriquent de la finance, mais pas seulement dans les pays qui fabriquent de la finance, aussi dans les pays qui achètent de la finance, pour constater qu'on ne peut pas, on doit mettre fin je ne vais pas répéter ce qui s'est dit dans un autre panel avec beaucoup de talent tout à l'heure, mais qu'on doit mettre fin à ce paradoxe absurde de l'Europe qui produit, qui dédie 13% de son PIB à l'épargne, qui exporte son épargne vers les États-Unis et qui importe des États-Unis des fonds propres. Donc cette idée qu'il faut ce que j'appelle moi MIGA, Make European Equity Great Again, c'est-à-dire orienter l'épargne des Européens vers les fonds propres des Européens, parce que pour financer le risque, c'est-à-dire les projets de transition climatique, les projets d'innovation technologique, les projets de réarmement rapide du continent, il faut des fonds propres. Ce n'est pas des projets qui ont des visibilités de cash flow qui permettent d'être financés en dette. Et donc, sur ces projets-là, il y a besoin d'une accélération de l'intégration et d'une réorientation de l'épargne vers les fonds propres. Et je crois que ce qui est en train de se passer, et Dieu merci, même si on est un peu blurred, un peu troublé par ce qui se passe en France, à Bruxelles, il y a une dynamique propre qui va dans le sens d'une accélération de cette union des marchés de capitaux. Je pense qu'on aura des choses qui vont sortir. Je pense que certains éléments de défragmentation peuvent aller assez vite. On va avoir pour la première fois un prospectus d'IPO unique sur le continent. Et ça, c'est quand même tout à fait nouveau. On avait un passeport unique pour faire voyager les animaux domestiques et avec les certificats de vaccination depuis une vingtaine d'années, mais on n'avait pas encore un prospectus pour les IPO. Donc ça, ce paradoxe va être réglé. Et je crois que, nécessité faisant loi, on devrait avoir une accélération très forte, à condition qu'on règle les risques et qu'on règle les sujets de subsidiarité mal placée, c'est-à-dire que la surtransposition, c'est-à-dire la prise de conscience que quand des règles sont similaires, elles sont différentes, et que donc si on veut avoir des règles identiques, il faut qu'elles le soient dès le départ. Cette prise de conscience que les marchés sont un des domaines qui nécessitent autant ou plus qu'ailleurs une intégration authentique et qui supporte, alors là pour le coup beaucoup moins bien qu'ailleurs, la fragmentation et la nuance et certains aspects de la subsidiarité, ça c'est des choses qui me paraissent maintenant acquises et bien établies. Donc je suis assez optimiste, mais comme toujours,
il faut des patrons politiques pour porter les choses, parce que s'il n'y a pas de patron politique pour surmonter les ambiguïtés et faire des compromis, par défaut, ça tourne tout seul, et on sort des textes avec beaucoup d'arthrose et beaucoup de cholestérol. Je vous voyais reprendre, Benoît, votre micro. Vous vouliez rajouter un point sur ce sujet-là? Non, je voulais réagir à ce que Stéphane vient de dire. Stéphane a employé le mot surtransposition. Oui. Il me semble qu'une partie du problème, c'est l'articulation entre le niveau européen et le niveau national. Et c'est ce que j'appellerais de la souveraineté mal placée, c'est-à-dire des politiques nationaux qui pensent qu'ils vont exister en complexifiant la mise en œuvre de normes qui sont déjà décidées au niveau européen. L'an dernier, le gouvernement français, par exemple, a décidé, dans sa grande inventivité, d'avoir une réglementation nationale pour l'interopérabilité dans le cloud. C'est très bien, hein, l'interopérabilité dans le cloud, c'est extrêmement important, sauf que c'était déjà dans un règlement européen. Donc il y a une nouvelle mode qui consiste à transposer des règlements européens, donc je pense que tous les juristes dans la salle vont comprendre l'absurdité du propos, et à essayer d'introduire de la différenciation nationale en aval du processus de réglementation. Mais la vraie souveraineté, elle n'est pas là, elle est en amont. C'est-à-dire qu'il faut se mobiliser pour que la norme européenne corresponde aux intérêts de la France. Ça, c'est important. Les politiques doivent le faire, ne le font pas souvent. Et quand ils le font, c'est efficace. En revanche, ça ne sert à rien d'essayer de complexifier inutilement des normes qui ont déjà été décidées à Bruxelles. Neil Richmond, si on revient sur la nécessité d'approfondir en fait les marchés de capitaux, l'unification des marchés de capitaux, c'est un sujet sur lequel vous travaillez beaucoup en Irlande. C'est sur la bonne voie, comme Stéphane Boujna vient de nous le décrire? J'espère, sincèrement. Et pour être sûr que les normes correspondent à l'Irlande, c'est important. Mais il faut que ces normes correspondent à tous les États. Et c'est la difficulté de l'Union européenne. Il y a eu un changement au cours des dernières années. Il faut clairement identifier là où il faut de la concurrence et il faut pouvoir accéder au capital. Nous avons beaucoup d'ambition, beaucoup de responsabilités, des responsabilités qui ne peuvent pas attendre en termes d'action climatique ou amélioration d'infrastructures ou amélioration d'activités. Mais il n'y a tout simplement pas assez d'argent public pour faire tout cela. Il faut maximiser le capital privé qui est bloqué dans des économies à travers l'Union européenne. Si on travaille sur une union de marché de capitaux qui permet un accès au financement, on va pouvoir faire beaucoup plus et plus rapidement. L'Irlande veut être sûre que cette union ait lieu, mais il y a des préoccupations politiques qui reviennent à la charge. On vient d'avoir des élections européennes, il y aura une deuxième élection en France demain. Quelle sera l'impact de ces élections sur les processus décisionnels qui ont fait beaucoup de progrès. Donc, McGuinness a pris la responsabilité. Il a posé le défi aux États membres. Vous êtes d'accord sur les généralités de l'importance, mais vous ne dites pas ce qu'il vous faut. Et en Irlande, où nous voulons l'union des marchés de capitaux, mais on ne veut pas que cela soit entièrement fermé. Il faut pouvoir coopérer avec nos amis à Londres, avec les États-Unis, avec les autres marchés, et il faut garder cela à l'esprit. Il faut que cette union fonctionne pour chacun des 27 membres, que tout le monde puisse approprier cette union et que les nominations de commissaires dans les ministères soient réalisées correctement. On doit regarder les individus et les États membres parce qu'ils ont été clairs dans leur choix de commissaires. Beaucoup entendu et effectivement vous avez donné un petit peu une partie de la réponse, Benoît, en parlant de la question de la surtransposition. Trop plein de normes, vous dites prurite, certains disent enfer normatif. C'est quoi la réalité entre tout ça? Et est-ce que finalement ça dépend peut-être des secteurs? Qui veut répondre sur cette question-là, en fait? Stéphane? Encore une fois, pardon de répéter les choses. Le sujet, ce n'est pas la norme en tant que telle, c'est l'endroit où elle se pose, et c'est la norme sans pilote. Le problème, c'est la norme sans pilote. Par
construction, la volonté politique, quand elle est coordonnée à 27, elle suppose un compromis qui se forme dans un engagement collectif qui devient une norme. C'est pas la norme en tant que telle, c'est l'expression démocratique et factuelle et opérationnelle d'un compromis politique. La difficulté, c'est quand il n'y a pas de volonté politique. Je vais donner un exemple qui est intéressant et qui explique, à mon avis, le malaise qu'on vit. Les deux grandes, ça a été très bien exprimé dans un panel un peu plus tôt ce matin, les deux grandes dimensions philosophico-réglementaires de la construction européenne sur le plan normatif depuis 70 ans, c'est d'une part la protection de la concurrence, qui est une garantie de l'ouverture qui crée plus d'externalités positives que la fermeture. Et non, mais ça, c'est la philosophie, hein, on voit bien ce que c'est. Et la deuxième chose, c'est l'angoisse de stabilité après la grande crise financière de 2008. Les deux grands paquets de normes qui structurent l'Europe aujourd'hui, c'est celles qui découlent de cette vision d'ouverture de 57, au point d'ailleurs qu'on a mis une politique spécifique dans le traité, on a mis dans le même texte comment on va cohabiter entre nations européennes. Et by the way, une chose qui est plus importante que toutes les autres politiques, c'est la concurrence. Et puis ensuite, depuis 2008, l'idée que le monde de la finance, de la gestion des risques, doit fonctionner avec ceinture, bretelles, gilet pare-balles, préservatif, parapluie, etc. Donc ça, c'est la stabilité financière. Aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où, en fait, dans les portefeuilles des asset managers, par rapport aux besoins de l'Europe, il n'y a pas trop de risques comme en 2008. Il n'y a pas assez de risques. Pour faire les transitions énergétiques, pour faire la transition technologique, de rattrapage, disons, pour construire rapidement des usines de munitions et des usines d'armement qui permettent de résister à la menace russe, pour s'engager dans tous les projets de long terme sur le plan énergétique, il faut des fonds propres. Mais on a organisé un système depuis 2008 qui assèche la préférence pour le risque et pour les fonds. On a créé un système qui atrophie le risque parce que le risque crée des problèmes systémiques. Aujourd'hui, le problème macro en 2008, c'était il y a trop de risques. Le problème macro en 2024, c'est qu'il n'y a pas assez de risques pour traiter les problèmes de moyen terme de l'Union européenne. Donc on voit bien que la question fondamentale, c'est un peu la norme. Mais par exemple, on a une norme contracyclique qui est BAL, qui est très sympathique pour protéger les groupes d'assurance. Ça, c'est sûr qu'il ne peut rien leur arriver. Mais du coup, la part de l'épargne qui est stérilisée en dehors des besoins, loin des besoins, est colossale. Donc, on a une inertie d'une vision du début des années 2000, et on a des textes qui cherchent à résoudre des problèmes qui n'existent plus, et on n'a pas de normes adaptées aux problèmes qui existent aujourd'hui. Pour moi, c'est ça fondamentalement la question qu'il faut traiter. Et encore une fois, ça ne se résout que par du pilotage politique. Quand il faut faire, dans l'urgence, la réorganisation du marché de l'électricité ou du gaz après février 2022, on arrive à le faire. Quand il faut faire les vaccins, on arrive à le faire. Quand il faut faire un plan d'urgence après le Covid, c'est compliqué, mais on finit par le faire en juillet 2020. Donc la question, c'est est-ce qu'il y a des pilotes dans l'avion? Merci. Merci Stéphane. Alors, il y a un secteur aussi où on ne peut pas vraiment parler de normes, mais de modèles qui s'exportent. Nicolas Notebaert, c'est celui de la concession, en fait. Et finalement, c'est un modèle européen qui marche très bien, c'est un succès. Alors, ça permet, pour ce que disait Stéphane, de déployer du capital en plus, et déployer du capital européen dans le monde. Alors, comment ça marche? D'abord, un peu d'histoire. C'est des ingénieurs et financiers français qui ont l'idée du canal de Suez ou du canal de Panama, Ferdinand de Lesseps, et qui ont cette idée d'un beau projet technique, et il faut le financer avec de l'argent privé, puisqu'à l'époque, ce sont des territoires en voie de développement. Et la contrepartie, c'est un droit pendant des dizaines d'années d'opérer un ouvrage. On oublie aussi que dans le même temps, au XIXe siècle,
Les réseaux de chemin de fer, les réseaux électriques, les réseaux de gaz britanniques ou français, ils sont privés. C'est le secteur privé, c'est des investisseurs privés qui ont réalisé par petites sections, par petits bouts, les réseaux des pays développés. Pourquoi ce modèle il a repris de la vigueur en Europe? C'est que le rattrapage des réseaux autoroutiers français, italiens, espagnols, qui, contrairement à l'époque des années 30 aux États-Unis ou en Allemagne, n'avaient pas eu le bénéfice de grands projets, de grands travaux publics, ont rattrapé ça par beaucoup d'investissements privés qui ont créé des acteurs européens qui aujourd'hui sont des leaders mondiaux. Et ce modèle s'exporte bien. Pourquoi? Parce que vous avez deux types de pays. Vous avez des pays très âgés, on a vu hier des débats sur la démographie, qui ont aussi des contraintes budgétaires énormes et qui dédient leurs priorités budgétaires à la santé, au vieillissement, à l'éducation, à la défense, à la transition énergétique. Et on leur offre la possibilité de débudgétiser ou en tout cas de faire payer des biens moins nécessaires comme les déplacements, comme l'usage d'un aéroport, l'usage d'une autoroute. Mais ça s'adresse aussi à des pays en forte voie de développement qui n'ont pas les capitaux et qui n'ont pas l'ingénierie de départ pour développer notamment des infrastructures nouvelles. Alors, je citerai juste quelques exemples. Par exemple, notre première concession, c'est l'aéroport de Phnom Penh en 1995. C'était le plus faible PIB par habitant du monde, le Cambodge, à la sortie des Khmers rouges et avant les accords de paix. Il y avait moins de 100 000 passagers. Aujourd'hui, il y en a 10 millions à Phnom Penh. Et toute l'infrastructure a été faite sans aucune subvention publique du pays. Et elle a permis d'abord de développer Phnom Penh, mais aussi, par exemple, de permettre aux voyageurs du monde entier de découvrir les temples d'Angkor via l'aéroport de Siem Reap. Deuxième exemple, c'est les Japonais, pays vieillissants, qui disent bon, j'ai problème de devise. On est entre nous. Hein. On n'aime pas trop accueillir les Chinois, mais on va quand même le faire. Et donc, ils nous ont confié les aéroports du Kansai, Osaka, Kyoto, Kobe, où il y a des merveilles à Kyoto, en disant, écoutez, nous, on ne sait pas très bien accueillir les Chinois. Est-ce que vous pourriez développer l'aéroport et développer les relations avec la Chine et la Corée? Parce qu'on a besoin aujourd'hui de visiteurs de Chine et de Corée. Accessoirement, ça produit de la paix, comme en Europe, parce que quand on commence à voir des touristes des pays voisins, on se rend compte qu'ils sont un peu différents, mais pas trop, et on a moins envie de leur faire la guerre. Mon amie Elisabeth Moreno vient du Cap-Vert. On a pris la gestion des aéroports du Cap-Vert, un pays qui a très très peu de moyens financiers, mais qui accueille des touristes européens. Et on est en train de moderniser les aéroports du Cap-Vert. Tous ces exemples illustrent que, évidemment, les standards au sens règles du marché unique s'exportent difficilement, mais que les Européens peuvent produire des modèles économiques, entrepreneuriaux, qui sont utiles pour produire de l'économie, de la liberté. Je vais vous faire un aveu. Tous les pays du monde qui confient à un investisseur international par la concession de leurs infrastructures, notamment aéroportuaires, c'est les pays qui veulent s'ouvrir. Je prends un dernier exemple. Pendant la courte période Obama du processus de paix avec l'Iran, on nous a demandé, les Iraniens nous ont attribué la concession des aéroports d'Ispahan, qui est une merveille historique de l'Iran, et de Mashhad. Il y a eu un président réformateur élu hier. J'espère qu'on reviendra dans une logique de paix, mais que le premier signal d'ouverture, ce soit de dire nous vous donnons tous les plans et tous les réseaux, ce qui prouve leur sincérité accessoirement de notre aéroport. Est-ce que vous pourriez nous dire comment investir et comment l'ouvrir? Parce que c'est le premier goulet d'étranglement. Voilà. On gère l'aéroport de Belfast. Il y a eu la guerre à Belfast, la guerre civile. Aujourd'hui, toutes les communautés nous disent on veut s'ouvrir vers le monde. On est fiers de gérer l'aéroport de Belgrade. Donc, cette concession, on amène des capitaux pour de la longue durée, pour ouvrir un pays, ouvrir des lignes, avec le win-win qui est plus on développe l'activité, plus c'est bénéfique pour l'opérateur privé, mais aussi pour le pays. Je donnerai un dernier exemple, le plus important peut-être, c'est que ça permet d'exporter nos valeurs. Stéphane a cité l'ESG. Pendant la présidence Bolsonaro, on a beaucoup d'aéroports au Brésil. Nos équipes locales ont développé des politiques ESG, d'ailleurs assez radicales, comme tu le disais, avec des cultures, une manière de les appréhender différente de ce qu'on ferait en Europe, prix de la conscience noire, développement des droits LGBT dans les aéroports, développement des droits sociaux des salariés. Et ça n'a pas été empêché, ça n'est pas négociable une fois qu'on est dans une concession. Si on le fait finement, on peut exporter ces valeurs. Tous nos aéroports sont accrédités carbone. On est leader mondial de la décarbonation des aéroports. Et ça amène dans ces pays des nouvelles filières. Par exemple, le traitement des déchets à Saint-Domingue
a été initié à partir du traitement des déchets de l'aéroport. Donc on peut prendre des positions, on peut exporter des capitaux, et ce modèle de l'investissement privé dans les infrastructures partout dans le monde, les Américains et les Chinois sont battus. Donc ça nous permet à nous, Européens, de prendre des positions dans tous ces pays, de participer au développement de ces pays, et en même temps d'exporter des capitaux et de créer des liens durables avec ces pays. Merci. Vous faites l'excellente transition vers la dernière partie que je voulais souhaiter de ce débat sur l'ESG, justement. Est-ce qu'il faut une pause sur tout ce qui a été mis en place pour aider les entreprises à digérer tout ça? Et je voudrais vous entendre, Stéphane, sur ce sujet-là, et aussi Neil, sur l'ESG. D'abord, il y a une dynamique qui est très ambivalente sur l'ESG. Ce truc qui était dominant dans les thèmes d'investissement il y a 3 ans connaît un moment de contre-réforme. C'est-à-dire que, par exemple, vous prenez au Q1 2024, il y a eu à peu près 11 milliards d'investissements en plus dans les produits ESG en Europe et 8 à 9 milliards de décollecte, de retrait des produits ESG aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a une rupture. C'est clair. Pour ceux qui lisent avec attention l'épître aux Corinthiens que publie chaque année Larry Fink, qui nous diffuse sa pensée visionnaire sur les marchés. Vous avez pu voir dans la dernière édition de cette année une vraie nuance où il parle d'engagement sur la transition climatique, sur le E, mais où il est sorti du S et du G. Tout simplement en disant, sur ces sujets-là, ce sont les clients qui décident. Parce qu'aux États-Unis, il y a une utilisation de l'ESG comme l'un des objets sur lesquels se cristallise la guerre entre les wokistes et les anti-wokistes, pour faire simple. C'est un peu caricatural, mais c'est clairement, est-ce que mes fonds de pension peuvent s'investir dans des fonds qui ont une dimension ESG? En Floride et au Texas, plutôt non. Au Vermont et au Massachusetts, plutôt oui. Il y a le Nasdaq à New York qui dit si vous voulez être coté sur le Nasdaq, il faut que dans vos boards, vous ayez au moins un administrateur qui soit issu de la diversité ethnique ou de la minorité LGBT. Et vous avez le Texas qui dit si vous adhérez à ce genre de projet, vous ne pouvez pas vous coter sur une bourse au Texas. Donc le sujet ESG, en tout cas dans la partie la plus politique, c'est-à-dire qui n'est pas issue de la réalité chimique et physique du fonctionnement de l'univers depuis 4 milliards d'années, c'est-à-dire qui n'est pas lié au carbone, sur la partie des choix collectifs du S et du G, c'est un vrai débat aux États-Unis, ça ne l'est pas en Europe. Donc ça, c'est quelque chose de très nouveau qui à mon avis, devrait nous inciter une réelle prudence parce qu'on est en train de toucher les bords et du coup, c'est vrai que ça a moins d'impact sur les entreprises de taille significative de ce qu'on appelle un peu vite le Sud global, qui commencent à dire nous allons nous affranchir du S et du G, parce que moi, chez Aramco, on ne va pas m'imposer la diversité des genres et des board members LGBT, ce n'est pas cohérent avec mon modèle saoudien. Même chose dans beaucoup de pays africains, où ça reste des originalités européennes. Le nombre de gens qui, en Afrique du Sud, au Nigeria, au Kenya même, vous disent votre histoire de SG, c'est du néocolonialisme. Le S et le G, c'est un peu comme quand vous veniez avec vos prêtres derrière vos militaires colonisateurs. Vous voulez nous imposer, ils nous ont imposé la Bible, maintenant vous nous imposez le SG. On a clairement un sentiment qu'il y a une fragmentation qui est en cours. Il reste que sur l'orientation d'épargne vers les enjeux climatiques, on arrive à retomber sur nos pieds parce que ça reste un modèle d'allocation vers des risques, vers de l'épargne longue, vers des infrastructures, où on arrive à trouver un chemin un peu plus consensuel parce qu'il n'est pas l'objet, où il ne porte pas des préférences politiques. Neil Richmond, est-ce que vous partagez la vision de Stéphane Bourgeois sur un peu cet éclatement de l'ESG, avec on garde le E, mais bon, le reste, ça passe un peu à la trappe?
Oui, je partage son analyse, mais je ne partage pas du tout sa vision. Moi, je crois que ça pose un véritable problème aux décideurs en Europe. Les choses changent en Amérique, évidemment. On a eu des résultats d'élections qui sont très inquiétants, mais je crois qu'il est maintenant l'heure d'assumer, pas l'Europe, d'assumer l'ordre du jour ESG. Je crois que c'est très clair. Il faut peut-être changer notre histoire, la manière dont on la raconte, car c'est très important. L'ESG, ce n'est pas seulement important parce que c'est quelque chose de bien à faire ou parce que c'est la bonne chose à faire, ou parce que c'est ce qui est durable pour notre société et qui va promouvoir plus de croissance et plus de développement de manière à inclure tout le monde dans la société. Moi, je crois que je suis un politicien du centre droit en Irlande. Je n'ai jamais été décrit comme quelqu'un de woke de ma vie, mais je crois que c'est très important de le faire, pas seulement pour toutes les personnes dans cette pièce, mais pour mes enfants, les enfants qu'ils auront à l'avenir. Il faut qu'ils savent que non seulement il y a une planète, mais qu'on peut y vivre tranquillement et que c'est agréable d'y vivre. Et je crois que l'Europe doit porter ce message. Je crois qu'il faut effectivement avoir un leadership quand on parle des marchés de capitaux, mais je crois qu'on a besoin de plus de leadership. Nous ne devons pas donner des leçons, nous ne devons pas demander aux autres d'adhérer à nos standards parce qu'on le dit. On doit les assumer, on doit montrer que c'est un choix sociétal et qu'il y a vraiment un retour sur investissement avec ces valeurs et ces standards. Moi, je ne vois pas pourquoi on refuse ces valeurs en Afrique, dans la région du Golfe, en Amérique. Je crois qu'on ne doit pas avoir peur du défi qui nous attend. Au contraire, c'est le moment d'avoir un langage qui nous est propre et qui est unique. Alors, moi, je ne suis pas en désaccord sur les risques, mais je pense qu'il ne faut surtout pas arrêter. Pourquoi? D'abord, on n'a qu'une seule planète. Ralentir la lutte contre le changement climatique, ce serait très grave. Donc, il faut dire la vérité aux gens. On l'a dit mal. J'entends qu'un certain nombre, je ne citerai pas de gros mots, disent que, par exemple, les éoliennes, ça ne marche pas. Il faut aller voter demain parce que ça marche. Et donc, il faut aussi que la parole scientifique et publique dise la vérité aux gens. La planète est en train de crever, il faut agir et ça pèsera sur les populations. Et ce n'est pas parce qu'à certains moments et dans certains pays, il y a des gens qui disent des mensonges. Moi, quand j'étais gamin, il n'y avait pas de gens qui étaient contre les vaccins. Aujourd'hui, il y a des abrutis qui disent qui sont contre les vaccins. Ce n'est pas parce qu'il y a de plus en plus d'imbéciles sur les réseaux sociaux qu'il ne faut pas dire la vérité. D'accord ? Donc la vérité, c'est que c'est très grave ce qui se passe sur la planète et que les entreprises doivent agir pour lutter contre le changement climatique. Et je pense que si on le dit, si on l'affirme de manière scientifique, il y a aux États-Unis aussi des écoles qui n'enseignent plus Darwin. C'est très grave. Je suis désolé, Darwin, c'est un patrimoine scientifique mondial, ce n'est pas une idée de woke, c'est la vérité de la science. Donc la question, c'est comment des valeurs universelles, l'universalisme des droits de l'homme, des droits humains, on peut les faire avec subtilité. Subtilité, ce n'est pas d'importer des normes venant d'Europe en disant dans tel pays, maintenant, ça va être votre norme, bien sûr. C'est comment, au travers du rôle de chacun, on arrive à les importer. Modestement, quand on a une entreprise, quand on a une filiale dans ces territoires, je pense, et je vous assure que c'est adoré par les personnes du pays. Nous, on augmente le nombre de femmes dirigeantes. On a été les premiers à nommer une femme à la tête des aéroports de la République dominicaine. Aujourd'hui, elle est présidente de l'association des aéroports LATAM. Et bien, quand on l'a fait, il n'y a pas eu de difficulté. Il n'y a pas eu de difficulté parce qu'on n'a pas demandé l'autorisation et on n'a pas fait une publicité disant il faut à tout prix que tout le monde fasse pareil. On a dit nous, on le fait. Voilà. Donc moi, je suis d'accord qu'on ne peut pas importer des normes et des obligations du type des proportions de telle ou telle catégorie. Mais par contre, il ne faut surtout pas mégoter sur ces valeurs. Le changement climatique, il faut lutter contre, pas pour avoir des bonnes notations, mais parce que sinon on va crever. L'égalité des personnes discriminées, que ce soit des femmes, des gens, je rappelle que les races, ça n'existe pas. Donc c'est les minorités visibles, les personnes ayant des différentes préférences sexuelles. La question n'est pas de les adopter. La question, c'est que non, on n'est pas au bout de la lutte contre les discriminations et donc que les entreprises, et notamment les entreprises européennes, ont raison, partout où elles vont, d'adopter subtilement un socle universel qui n'est pas de demander aux pays de changer leurs lois, mais de dire ici, c'est notre entreprise. Et donc, dans la manière de gérer nos contrats, nos salariés, nos obligations environnementales dans votre pays, nous, on va le faire.
Je vous donne un exemple qui va peut-être vous choquer. Le dernier contrat qu'on a pris, c'est Budapest avec M. Orban. Eh bien, on a fait inscrire dans notre accord que l'aéroport de Budapest, il serait zéro net émission en 2030, 20 ans avant l'objectif, et ça n'a posé aucun problème. Donc, ce qu'il faut, c'est avoir des convictions basées sur la science, sur des valeurs universelles. L'égalité entre les femmes et les hommes, c'est universel, c'est pas négociable. Et après, le faire avec calme, subtilité. Je pense qu'on doit tenir cette position avec calme et subtilité. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour cette sage conclusion. Je vous remercie tous les trois. Je remercie aussi Tania qui était avec nous en visio. Et on va passer tout de suite à la prochaine table ronde. Merci à tous.